Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Cachéfel, chers confrères et confrères, poursuivant les travaux de ce matin dans le cadre de l'AEHA, qui ont, comme vient de nous dire le Président, été consacrés au passé de l'espace rural et à sa dimension historique. Et Olivier, dans un instant, va nous présenter un résumé de ce qui s'est dit ce matin. Notre séance de cet après-midi est consacrée à l'avenir, ou plutôt au devenir de cet espace. De ce point de vue, la situation n'est pas réjouissante, comme va nous montrer notre confrère Charvet dans quelques minutes. Sans anticiper sur ce qu'il va dire, je rappellerai seulement au départ que nous assistons à une disparition continue des espaces agricoles et naturels au profit des villes, phénomène qui est observé dans tous les pays de la planète, aux États-Unis, entre 1982 et 2007, par exemple, 13 millions d'hectares de terres ont été retranchés au profit de l'étalement urbain. 13 millions d'hectares de terres agricoles, soit l'équivalent de la SAU française. Quant à la France, il disparaît chaque année 72 000 hectares de notre surface agricole. D'une façon générale, plus de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 55%, vit dans l'agglomération urbaine, alors qu'en 1800, seuls 10% de la population mondiale était citadine. Les prévisions, et là je parle sous le contrôle de notre président, de l'Académie, les prévisions les plus pessimistes prévoient que dans moins d'un siècle, 80% des hommes occuperaient un espace urbain. Je crois que je peux arriver comme le faire partie. Enfin, cette situation, en tous les cas, est suffisamment préoccupante pour que l'Académie ait institué un groupe de travail intersection pour examiner ce problème. C'est le groupe de travail sur l'agriculture urbaine, mais surtout suffisamment préoccupante pour que le législateur français ait mis en place récemment un nombre d'institutions destinées à évaluer et contrôler l'évolution de ce phénomène. Au cours de ces dernières années, en effet, 3 lois ont légiféré sur le territoire. La loi du 23 février 2005 a entendu favoriser le développement des territoires ruraux par une série de mesures ponctuelles et a pris des dispositions pour que les SACER puissent intervenir dans des zones définies par le département pour la protection et la mise en valeur, je cite, des espaces agricoles et naturels périmés. Plus récemment, 2 lois importantes ont traité de la question sous l'angle de l'environnement et de l'agriculture. La loi 2010-788, 12 juillet 2010, Grenelle 2 de l'environnement, renforce l'obligation de collaboration entre les institutions agricoles et les départements en matière de police foncière. La deuxième loi, dite de modernisation de l'agriculture et de la pêche, la loi 2010-874 du 27 juillet 2010, met en place tout un arsenal de moyens juridiques destinés à protéger le territoire agricole et rural en contrôlant l'évolution. Enfin, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dont nous avons entretenu récemment Cardieu, projet qui doit être examiné par le Parlement dans les premiers mois de l'année 2014, comporte un titre 2 intitulé « Protection des terres agricoles et renouvellement des générations ». Dans ce titre, le pouvoir des régions est renforcé par rapport à l'État dans l'élaboration des PRAS, la fusion, et surtout un article 12 est consacré à la préservation du foncier agricole. Ce texte, qui modifie l'article L112.1 du Code rural, remplace l'ancien observatoire de la consommation des espaces agricoles de la loi du 27 juillet 2010 par un observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et remplace l'ancienne commission départementale de la consommation des espaces agricoles par une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il semble qu'avec ce projet, l'évolution sémantique soit arrivée à son terme. Pour ma part, je m'en réjouis et je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à ce dernier développement, la terminologie oscillait dans nos lois entre le territoire et l'espace, ce qui mérite une explication à la lumière de l'histoire. Dans son époque la plus ancienne déjà, le droit romain distinguait, pour des raisons électorales, les tribus rustiques du
circulation des tribus urbaines de la ville de Rome. Mais c'est seulement à la fin du XXe siècle que le droit se préoccupe de la ruralité sous l'angle territorial. C'est le fameux concept d'espace rural qui provient non pas du droit rural, mais du droit de l'environnement. Témoin, par exemple, le décret du 8 juin 1970 qui énonce que le plan d'aménagement rural comporte des dispositions concernant, je cite, la protection et la mise en valeur des ressources naturelles de l'espace et du paysage rural à des fins autres que de production, en vue d'assurer les équilibres physiques nécessaires et les cadres de vie satisfaisants. C'est donc bien cette nouvelle branche du droit, le droit de l'environnement, qui a fixé cette notion dans les textes. Jusqu'à la dernière loi de modernisation. Le code rural ne parlait pas d'espace rural, mais de zone rurale, d'aménagement foncier rural, c'est la loi de 1989, et dans le domaine classique de l'exploitation agricole, le code rural ne visait jamais l'espace rural, mais la surface d'installation, la terre, les sols, les parcelles et le tout. En revanche, dans le code de l'environnement, le livre 3, qui constituait, je le rappelle au passage, autrefois le livre 2 du code rural, qui est un port du code rural et passé dans le code de l'environnement, je ne sais pas si les ruralistes peuvent se citer, et ce livre 3 actuel du code de l'environnement, autrefois du code rural, qui est relatif à la protection de la nature, consacre un titre 4 aux espaces naturels. Dans ce titre se trouvent notamment les dispositions relatives aux parcs nationaux et aux conservatoires du littoral. C'est ces mêmes vocables d'espaces naturels qu'on retrouve dans un certain nombre de textes communautaires qui visent la protection de l'environnement et l'entretien d'espaces naturels, notamment dans le cadre des premières réformes de la Cette dispersion terminologique de textes éparpillée entre le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, le droit de l'aménagement du territoire et les règlements communautaires avait contraint la doctrine à un effort de réflexion. Pour ma part, j'avais proposé une classification selon laquelle l'espace rural et l'espace agricole formaient un tout qu'on pouvait qualifier d'espace foncier naturel, pour bien marquer, conformément à la loi française de 1957 sur la protection de la nature, que c'est l'environnement dans lequel s'exerce l'activité de l'homme qu'il s'agit de protéger des nuisances et des dégradations. C'est cette classification que j'avais suggérée dans le travail de rédaction de projet de charte européenne de l'espace rural que le Conseil de l'Europe m'avait confié. En 1995, j'en ai fait. Devant la mutisation continue de l'espace rural, joint à la crise économique de donner cet espace dans nombre de régions, le Conseil de l'Europe décide d'élaborer une charte, laquelle a été adoptée sous forme de recommandation par l'Assemblée parlementaire de cette organisation internationale régionale le 23 avril 1996. C'est la recommandation 1296 de cette année 96. Dans la mouture du projet que j'avais rédigé, l'article 2 disposait, je cite, aux effets de la présente charte, les parties entendent par espace rural le territoire de la campagne, constitué par l'espace agricole, affecté à la culture et à l'élevage, et l'espace foncier non agricole, affecté à l'agriculture, notamment à l'habitat ou l'activité des hommes vivant en milieu rural. Et un alinéa 2 disait ceci, cet espace rural comporte l'espace agricole et l'espace foncier naturel avec lequel il forme un tout. Il se distingue de l'espace urbain, caractérisé par une forte concentration de population et de construction horizontale ouverte. Malheureusement, cette définition d'espace rural a été modifiée à la dernière minute par les parlementaires anglo-saxons qui l'ont substituée selon la méthode du Keslow, souvent adoptée d'ailleurs par le droit communautaire, une liste d'espaces censés constituer l'espace rural, mais comme une liste n'est jamais exhaustive, celle-ci pose des problèmes. Quoi qu'il en soit, cette charte, adoptée par le Conseil de l'Europe, constitue le premier texte officiel à avoir défini l'espace rural et surtout affirmé en principe sa multifonctionnalité et sa spécificité. Cette multifonctionnalité signifie, selon la charte, que l'espace rural remplit trois fonctions, une fonction économique, une fonction écologique et une fonction qualifiée de socio-structurelle.
Depuis, les lois françaises ont intégré cette multifonctionnalité en la transposant à l'agriculture. Elles ont fait évoluer le concept d'espace rural vers celui de territoire rural. C'est l'objet de la loi précitée du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux. Cette notion de territoires ruraux dépasse et absorbe les espaces naturels et agricoles, d'abord parce qu'il s'agit d'une notion plurielle, les espaces agricoles, les espaces forestiers, les espaces en bordure de mer, les espaces de montagne, que la loi elle-même définit comme un ensemble de territoires, les espaces périurbains ou urbanisés sont, d'après cette loi de 2005, des territoires ruraux. En définitive, le concept d'espace ou de territoire rural est devenu global, comme le montre encore au terme de cette évolution le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt préparé par le gouvernement et qui englobe dans le même concept les espaces naturels, agricoles et forestiers. De ce point de vue-là, je me réjouis que la définition que j'avais proposée au Conseil de l'Europe ait fait son chemin. Reste à en tirer des conséquences juridiques. Et à cet égard, la réponse est hypothéquée par la prévalence du code de l'urbanisme sur le code rural et le code de l'environnement, prévalence dont va nous entretenir mon collègue Patrick Leloir, spécialiste du droit de l'urbanisme, mais aussi membre du conseil scientifique du Conservatoire du Littoral. Il lui appartient de vous dire s'il y a un espoir de renverser cette prévalence et surtout de faire adopter par ces trois codes une définition commune et un régime juridique commun de cet espace rural et naturel. Cette définition commune est importante. Par exemple, si on souhaite que les SAFRE puissent intervenir sur ces espaces sur le double fondement de l'agriculture et de l'environnement, sur le double fondement agricole et écologique, comme nous dira sans doute M. Bouget, directeur de la SAFER. Voilà donc la structure de notre séance. J'arrête là mon propos et je vais passer maintenant la parole à Madame la parole à Madame Vivier, le collègue Vivier, pour qu'elle nous dise un peu ce qu'on peut retenir de notre séance de ce matin. Merci de votre attention. Chers confrères, chers confrères, j'ai donc la tâche un peu acrobatique de vous présenter ce qui a été dit ce matin au cours d'une séance qui se voulait pluridisciplinaire, puisque nous avions à la fois l'histoire du droit, histoire, géographie et la force de praticien aussi. Alors, ce qui est apparu, ce sont les problèmes de définition. Monsieur Udo vient déjà de vous les montrer. Et en fait, avant la Révolution, l'espace rural et l'espace agricole se confondaient en dehors de l'espace bâti qui était assez faible. Donc, espace rural et espace agricole, tout l'espace était multifonctionnel. L'espace pastoral couvrait aussi tout le territoire. Les bêtes étaient nourries à la fois sur les prairies appropriées, mais aussi sur les terres collectives, c'est la vie de pâture, dans les forêts et sur les terres privées. Une fois les récoltes enlevées, c'était la pâture. Alors, les principales interventions les trois interventions, après l'introduction de M. Udo, qui a montré combien cette définition était importante puisque c'est un instrument méthodologique nécessaire. Eh bien, les trois interventions, je vous en donne l'idée essentielle d'abord, et puis je passerai dans une discussion très brève à une réflexion sur cela. Madame Bourgol nous a présenté une réflexion sur la définition de l'usage de l'espace forestier. Et elle a montré que le besoin de définition est apparu lorsqu'on a voulu valoriser ces espaces forestiers. C'est-à-dire que, au XVIIe siècle, on a commencé à constater les limites en arpentant les forêts, dans un but de gestion. Et on voit alors que les habitants étaient beaucoup plus attachés à la préservation des fonds, donc à la propriété du sol, qu'au peuplement. Et c'est à partir du moment où on veut mettre ce peuplement en valeur que l'étau des forêts réclame l'arpentage des forêts. Cette délimitation, elle a été bien faite dès le XVIIe siècle pour les forêts domaniales, dès le XVIIIe et surtout XIXe pour les forêts communales, et
fin 19e, début 20e pour les propriétés privées. Or, cette délimitation qui s'est bien faite au début du XXe siècle, eh bien, aujourd'hui, elle est en train de régresser. Délimitation par des rideaux d'arbres, par des bornes, eh bien, aujourd'hui, elle est en train de régresser, faute d'entretien de ces bornages visuels. Monsieur Durex nous a ensuite présenté une définition des zones humides, en commençant en disant que ces zones humides n'existent pas. Effectivement, ça n'est pas du tout la même chose entre étangs, marais, marais tourbeux. Et comment les connaître? Eh bien, leur inventaire est très variable, donne des résultats considérablement différents parce que cela dépend beaucoup des préoccupations de ceux qui ont évalué. Selon qu'ils sont géographes, essayant de constater la réalité, fiscalistes, essayant de faire rentrer de l'argent, ou administrateurs voulant régir la gestion de ces biens. La notion reste floue, et cela jusqu'à aujourd'hui. Ces terres défient le droit, car l'homme ne peut pas maîtriser la nature, et surtout quand il y a de l'eau. Les règles juridiques de l'Ancien Régime s'adaptaient mieux à cette nature, car elles suivaient beaucoup mieux les usages locaux qu'aujourd'hui où on a essayé de les oublier. Et c'est aussi le thème qu'a repris M. Pasquinelli, qui s'interrogeait sur l'espace pastoral appartient-il à l'espace agricole? Il a étudié le cas de la Corse aujourd'hui. L'espace pastoral en Corse est défini depuis 2005 comme le pâturage d'utilisation extensive et saisonnière. Il est donc distinct de l'espace rural et de l'espace agricole. Les usages en Corse maintiennent le parcours sur 80% du territoire. Je rappelle, le parcours, c'est donc le droit de belle pâture sur plusieurs communes limitrophes, avec couloir de circulation. Enjeu important, c'est un enjeu très important encore, selon que la terre est qualifiée de pâturage, auquel cas elle est éligible aux subventions européennes, ou bien que la terre est qualifiée de non agricole, et auquel cas elle est constructible. Donc un enjeu économique fondamental. Un nouvel arrêté d'avril 2013, qui là a subi l'influence du droit communautaire européen, reprend en compte les usages, car le but de cet arrêté n'est plus cette fois la productivité de la terre, mais au contraire un plus fort souci pour l'environnement. Monsieur Pasquinelli a donc fait un plaidoyer pour le respect des usages locaux qui régissent l'organisation de la vie pastorale, qui est un des fondements de cette civilisation. Alors, je voudrais, pour compléter cette présentation très brève, faire deux types de remarques. Première remarque, quand et pourquoi a-t-on essayé de définir précisément chaque espace? Eh bien, ce qui est apparu à travers les interventions, c'était d'abord les raisons politiques. On a bien vu que c'est au moment de la Révolution, lorsque les députés veulent supprimer la puissance féodale, qu'ils s'attaquent à leurs biens, les seigneurs et les couvents, et donc les forêts, les marais et les étangs, et qu'ils essaient de les définir encore plus précisément. Raison idéologique aussi. Il y a des luttes entre ceux, en particulier on le voit pour les marais aujourd'hui, ceux qui veulent protéger l'environnement et ceux qui veulent drainer. Les premiers veulent élargir, considérer les marais comme très larges, alors que ceux qui veulent drainer veulent restreindre les marais. Raisons économiques, qui sont manifestement les plus importantes. Les enjeux, c'est le montant de la contribution foncière, qui varie selon la nature des terres déclarées. Autre raison économique, les besoins en bois, qui ont été énormes au XVIIIe puis XIXe siècle, les besoins en tourbe pour le chauffage, et puis ces raisons économiques, je viens de les évoquer pour la Corse, elles sont très actuelles et fondamentales. Là, il y a des enjeux financiers considérables. Deuxième et dernière remarque que je voulais faire, c'est celle de ce problème des usages collectifs.
Est-ce que c'est un problème historique? Eh bien, certainement, mais c'est aussi un problème très actuel. Et vous en êtes sans doute convaincu, puisque l'an passé, déjà, il y a eu une séance organisée ici en hommage à Elinor Ostrom, qui a dû vous convaincre de l'actualité des propriétés collectives et des usages collectifs. Alors, je serai brève, mais je vous rappellerai que ces usages communautaires étaient très complexes, puisqu'il y avait à la fois des droits de pâturage, de cueillette, de tas de droits sur les propriétés collectives. C'était la vie de pâture et c'était aussi un complément absolument indispensable. Par exemple, on coupait les végétaux, on étrépait la terre, c'est-à-dire qu'on reprenait la couche superficielle du sol qui avait des éléments fertilisants pour l'emporter sur les terres que l'on cultivait. Donc c'était un complément indispensable. Droit aussi sur les propriétés privées, puisque c'était la belle pâture où le propriétaire du fonds ne possédait que la première récolte et pas ce qui venait après. Alors par exemple, quand vous aviez une prairie, eh bien le regain était collectif. Quand est-ce qu'on a voulu faire disparaître ces usages collectifs? Eh bien, au XVIIIe siècle, où est née une conception individualiste. Et il y a tous les édits des clos qui commencent dans les années 1769 à 80. Ces idées ont triomphé avec la Révolution, où quelques-uns de ces illustres noms de la Société royale d'agriculture ont agi au sein de la Constituante pour faire passer le droit de flore pour sacraliser la propriété privée. Mais le code rural a été tronqué, c'est-à-dire que tous les articles, tout le chapitre sur les communaux et la belle nature ont été enlevés parce que c'était trop sensible, et on n'a pas pu légiférer là-dessus. Alors quand est-ce qu'on les a supprimés? Eh bien, d'abord, le code forestier en 1827 a interdit le pâturage dans les bois domaniaux et dans les bois communaux soumis aux des forêts. Et c'est devenu effectif très vite. Dans les années 1840, il n'y a plus de pâturage. Et puis surtout, en 1889, on a supprimé la belle pâture. Pas pour longtemps, parce que le découplier a été tel que l'année d'après, eh bien, on a laissé les conseils municipaux gérer ceci, et certains ont donc obtenu le droit de réglementer la belle pâture. Ce problème a été ravivé de nouveau en Corse, vous nous avez dit en 1954, il a été aboli, mais immédiatement, on a tempéré par justement une remise aux collectivités locales. Donc, ces usages locaux, je pense, sont quelque chose de très important encore aujourd'hui. La loi française a tenté de les ignorer, de faire triompher une loi nationale, mais à la fin du XIXe siècle, et Jean-Michel Jaurès nous a montré que c'était sous l'influence à la fois d'une loi conservatrice et de radicaux socialistes qui voulaient faire plaisir aux paysans, eh bien, on a codifié et mis par écrit ces usages locaux, et ils perdurent encore aujourd'hui. Donc, l'intérêt des communications que vous allez entendre maintenant, c'est justement de voir comment cette partie historique peut vous aider à les comprendre. Enfin, pardon, je me suis mal exprimée, c'est-à-dire que cet acquis historique, je pense, est indispensable pour comprendre bien les communications qui vous seront présentées. J'espère que vous m'avez compris. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire actuel, chers conseillers, chers collègues, mesdames et messieurs, le professeur Bidot va donc chargé d'une mission assez difficile, c'est de parler des évolutions, non pas des espaces ruraux, parce que pour moi ça c'est province, mais des espaces agricoles périurbains. Et c'est vrai que on pourrait rajouter à la liste des forêts, des zones humides, des terrains de parcours, des espaces agricoles périurbains, dans la mesure où ils constituent de vrais défis, de vrais casse-têtes, aussi bien pour les statisticiens d'ailleurs, qui arrivent mal à les éviter, que pour les juristes qui les gèrent donc plus ou moins bien.
Alors, deux mots pour me présenter un peu plus. Je suis professeur émérite de géographie. Je me suis intéressé beaucoup aux marchés internationaux de céréales, ce qui n'avait pas grand-chose à voir avec les agriculteurs. Mais j'ai aussi quand même pas mal travaillé sur les agriculteurs. J'appartiens à la section 10 de l'Académie d'agriculture. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est que j'ai co-animé avec un agriculteur de la plaine de Versailles pendant 3 ans un groupe intersection de l'Académie d'agriculture qui a pour titre Agriculture et forêt en milieu périurbain. Et les textes seront très prochainement disponibles, peut-être avant la fin de l'année, en tout cas au plus tard au mois de janvier, concernant les activités de ce groupe qui a été très actif et dans lequel le professeur Hugo a joué un rôle éminent. Alors, pour le plan que je vais suivre est assez simple. On va partir du local, partir vers le mondial, partir du local, et puis revenir au local. Alors, le local, bon, puisque nous sommes à Paris, c'est l'île de France. Vous voyez comment, de 1975, je ne suis pas remonté à longtemps, jusqu'à 2003, je n'ai pas la carte récente, l'étalement urbain a été particulièrement sensible autour de la métropole parisienne, mais cet étalement urbain autour de Paris, on le retrouve autour de toutes les métropoles mondiales. Et très rapidement, je vais expliquer dans quel contexte cela se passe. Le premier point, excusez-moi, c'est l'américain, des jeunes, c'est des milliards. C'est que, mais là je vais passer vite parce que sur les chiffres vous connaissez bien, la population mondiale continue à augmenter à un rythme relativement important, même s'il devrait y avoir une décélération entre 2025 et 2050. Et en tout cas, ce qu'on peut obtenir avec ces chiffres, c'est que entre 1960 et 2000, la population de la Terre a augmenté de 3 milliards de personnes, et que, à nouveau, entre 2000 et 2050, il faudra accueillir 3 milliards d'humains en plus. Alors, c'est vrai qu'à la suite des remarques qui étaient faites sur la table du président, ça n'empêche pas que le nombre d'agriculteurs continue à augmenter sur la planète, malgré les progrès de l'urbanisation. Alors, l'urbanisation, la voici, c'est celle, sans doute, peut-être vous ne connaissez pas la carte, mais en gros, vous connaissez les données. J'insisterai surtout sur un point, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est que, au fond, les croissances les plus importantes, vous voyez, c'est pas en rouge, en orange foncé, ça concerne les agglomérations les plus importantes, ce qu'on appelle les métropoles. Et je pense qu'il est important de bien voir le lien très fort, j'ai pas le temps de détailler, je vous passe clairement, le lien très fort qui existe entre mondialisation et métropolisation. C'est vraiment des métropoles qui sont au cœur du fonctionnement de la mondialisation. Et ces métropoles, comme vous voyez, surtout les plus importantes, elles sont souvent situées en position littorale ou sublittorale. Ce qui fait que souvent, pour les autorités qui ont en charge l'approvisionnement de ces métropoles, le choix est en faire appel au marché mondial ou essayer de davantage développer la production agricole autour ou dans ces agglomérations. Quelques chiffres globaux. En 1950, moins de 30% de la population mondiale était composée de citadins. Actuellement, comme vous le savez, c'est environ 50%. Et en 2050, selon la division de la population de l'ONU, ça sera pratiquement 70% de la population citadine. Ce qui ne veut pas dire que les campagnes seront dépeuplées. Bien là-dessus, les campagnes resteront très densément peuplées. Alors, les terres agricoles dans le monde, bon, c'est une carte très générale, en plus elle exagère l'importance des terres agricoles, parce que les terres agricoles dans le monde, c'est en gros 5 milliards d'hectares, donc c'est un tiers des terres développées, et là on a l'impression que c'est beaucoup plus important. Mais j'ai pris quand même cette carte malgré sa qualité médiocre, pour que vous la superposiez mentalement avec celle des métropoles. Et finalement, si
les villes sont devenues aussi importantes, certaines villes sont devenues aussi importantes, c'est parce qu'elles étaient situées dans des régions où l'agriculture était dynamique. Donc la croissance des villes a été nourrie par l'agriculture, et aujourd'hui on assiste au phénomène inverse, c'est-à-dire que les villes mangent les terres agricoles qui sont autour d'elles, ce qui pose un vrai problème. Alors, concernant, quelqu'un tout à l'heure me posait la question, qu'en est-il des terres, l'évolution des terres cultivées à l'échelle de la planète? Bon, ne regardez pas la différence entre terres irriguées et terres non irriguées, pour notre propos, ça n'a pas d'importance, c'est évident, au niveau de généralité de l'utilisation, mais ce que vous voyez, c'est que depuis 1990, les terres cultivées, c'est-à-dire les terres arables et les terres qui portent des plantations, elles n'ont pratiquement pas bougé, très très peu, je vais vous donner les chiffres ici, mais on peut considérer que c'est pratiquement stable compte tenu des, c'est-à-dire la qualité des statistiques qu'on utilise. Ce ne sont pas des précisions à toute époque. Alors, concernant les terres agricoles, et là j'ai utilisé les statistiques les plus récentes disponibles sur le site de l'EFAO, ces terres agricoles qui comprennent donc les cultures annuelles, les terres arables, les cultures permanentes, les plantations, y compris les plantations de familles amies, les prairies et terrains de parcours pour le bétail, donc là, les terrains de parcours sont bien dans les terres agricoles. C'est un point de vue, c'est le point de vue de l'EFAO. Et ces terres agricoles, eh bien, au cours de la dernière décennie, elles ont diminué. Elles ont diminué d'environ 32 millions d'hectares. 32 millions d'hectares, c'est pratiquement l'équivalent de la SAU de la France. Alors, d'une manière plus précise, les terres arables, donc les terres qui portent des cultures annuelles, elles ont progressé, mais de 10 millions d'hectares, ce qui, à l'échelle de la planète, n'est pas considérable. Les cultures permanentes, elles, ont progressé davantage sur la même période, c'est-à-dire sur la dernière décennie, avec une progression d'environ 20 millions d'hectares. Le 20 et le 20 pas ces chiffres correspondent. Et donc, si on additionne les deux, on voit que donc les terres arables et cultures permanentes, elles ont progressé en une décennie de environ 30 millions d'hectares, ce qui est peu. Hein, c'est 3 millions d'hectares par an ou une progression de 0,02% sur 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on peut parler parfois de quasi-stagnation. Alors, cette quasi-stagnation, elle peut surprendre parce que tout le monde dit dans la presse qu'on défriche au Brésil, on défriche en Indonésie, on défriche en Afrique, et on se fait dire que finalement, on progresse, qu'on gagne de 3 millions d'hectares par an. Eh bien, ça s'explique par le fait qu'il faut regarder les choses sous la forme d'une somme algébrique. C'est-à-dire que d'un côté, au cours des 10 dernières années, on a gagné en moyenne, chaque année, entre 11 et 12 millions d'hectares, en particulier au Brésil, en Indonésie. Mais, dans le même temps, on a perdu, chaque année, toujours en moyenne, entre 9 et 10 millions d'hectares par an. Alors, du fait de l'érosion des sols, du fait de la salinisation des terres dans certains pays non classifiés, du fait de l'épuisement des sols, lié à l'effondrement de l'humus, et, j'en viens, excusez-moi, avec un peu de retard, à notre sujet, du fait de l'étalement urbain. Et l'étalement urbain serait, en gros, responsable d'environ un tiers de ce recul, donc d'un recul de l'ordre de 3 millions d'hectares par an. Alors jusque-là, on donnait comme chiffre le plus souvent 2 millions d'hectares, mais après avoir recalculé tout ça, je pense que la vérité est plus proche de 3 que de 2. Nettement plus proche de 3 que de 2. Or, d'après la FAO, je l'ai indiqué en rouge, entre le 5e et le tiers de la nourriture mondiale proviendrait des agricultures périurbaines, alors effectivement avec des pourcentages plus élevés dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Dans certains pays du Sud, ça peut aller au-delà de 50%. Alors, une carte qui n'est pas très bonne, mais qui montre bien quelles sont en bleu les régions où on gagne des terres arables, des terres cultivées donc, et en vert, les régions où, les pays, les régions où on en perd. Le chiffre qui est donné pour la Chine, là, est sans doute un peu trop élevé, mais pas tellement.
pas tellement comme nous le verrons. Alors, pour justifier ces chiffres, on est obligé de redescendre un peu dans les échelles géographiques. Et l'exemple des États-Unis est intéressant. Alors, pourquoi les États-Unis? Parce qu'on a des statistiques relativement précises pour ce pays. Même qu'on a des statistiques relativement précises pour la France. C'est un pays qui ont de bonnes statistiques. On voit que aux États-Unis, donc, sur 25 ans, entre 82 et 1982-2007, les terres rurales, les terres rurales aux États-Unis, c'est les terres agricoles, plus les espaces naturels, c'est vrai qu'il y a un problème d'harmonisation des définitions des terres réelles au niveau international. Bien obligé de faire avec les statistiques dont nous pouvons disposer. Donc là, le recul a été de l'ordre de 660 000 hectares par an, hein, ce qui est considérable. Et si on regarde les seules terres agricoles, toujours sur cette période 82-2007, elles ont reculé de l'ordre de 370 000 hectares par an, ce qui correspond à des dates de Massachusetts. Et souvent, ces terres qui sont perdues par l'étalement urbain, qui sont cannibalisées par l'étalement urbain, ce sont des terres de très bonne qualité agronomique. Pose quand même un problème de... Voilà. On va passer à la suite. Passer ici. Voilà. Oui, merci. Donc, deux mots, parce que la géographie, quand même, ça sert à préciser parfois les choses. Quelles sont les régions où l'étalement urbain est le plus important? Bien, aux États-Unis, ce sont les régions de ce qu'on appelle la Sun Belt des États-Unis, c'est-à-dire les régions qui sont les plus affectées, les plus concernées plutôt par la mondialisation. Et quels sont les États où les reculs ont été les plus importants? Vous voyez, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Delaware. Ce sont les États de la mégalopolis du nord-est des États-Unis. Ça montre bien que ce sont les métropoles qui sont les lieux pour lesquels les étalements urbains sont les plus importants. D'ailleurs, ce qui pose un vrai problème par rapport à ce qui vient d'être dit aussi bien par M. c'est est-ce que le département, qu'on a choisi en France, est bien l'unité territoriale la mieux adaptée? Je suis persuadé que non. Il faudrait prendre l'échelle métropolitaine, mais on pourra discuter là-dessus. J'espère que ça va marcher. Oui. Alors là, excusez-moi, les statistiques sont toutes, mais comme vous le savez, les statistiques chinoises sont toutes aussi. Mais malgré tout, c'est pas la Chine, mais le responsable, c'est moi. C'est mon travail, il y a plus qu'approximatif. Bon, c'est vrai que la Chine, même le passé est imprévisible. Donc, pas trop décrire ce qui va se passer, mais en gros, en retrouvant différentes sources que je considère comme fiables, on peut estimer que en Chine, il y a environ 350 000 à 400 000 hectares par an qui sont consommés par l'étalement local. La SAU de la Chine, qui n'est pas très importante, hein, elle est 120 millions d'hectares, hein, par rapport aux 30 millions d'hectares français, c'est beaucoup. Il y a la double culture. Mais donc sur 130, passer de 130 millions d'hectares à 120 millions d'hectares en 30 ans, c'est quand même une grosse perte. Et je pense que ces chiffres sous-estiment la réalité de la vie du travail sur le terrain et en particulier sur Shanghai. Alors, l'Union européenne, quelques mots pour l'Union européenne. Vous connaissez sans doute le système Corinne Power qui fonctionne au niveau de l'Union européenne, qui n'est pas parfait, hein, parce qu'il a un taux de résolution qui était, je pense qu'il a dû changer, il était de 5 km, donc il fallait vraiment qu'il y ait des lotissements relativement importants pour qu'ils apparaissent sur les images satellitaires. Donc c'est plutôt un système qui sous-estime la réalité et qui sous-estime sans doute en particulier encore ce que l'étalement s'est fait de manière plus percée.
Alors, dans l'Union européenne, on voit que les superficies artificialisées ont progressé au rythme de 2,7%, les surfaces urbanisées un peu moins vite, mais quand même 1,7%, et la France, évidemment, se caractérise par des taux de progression des surfaces artificialisées supérieurs à ceux de la moyenne de l'Union européenne, de même par une croissance des surfaces urbanisées relativement importante, supérieure à 10%. Et alors, ce qui est intéressant, et là, on ne peut pas trop descendre dans le détail, c'est de voir que, en Alsace, la croissance urbaine est mieux maîtrisée, l'étalement urbain, disons, est mieux maîtrisé que, par exemple, dans les Pays-Bas. Et si on fait une carte française, il y a une opposition nord-sud que l'on retrouve entre une France du Nord et une France du Sud, la France du Sud, où l'étalement urbain est plus marqué. Alors, je ne sais pas si, pour les juristes, ça ne remonte pas à une méthode très ancienne, il y a d'abord beaucoup de au nord et un droit écrit au sud. Bon, tout à fait incompétent pour répondre à la question. Quelques informations complémentaires, très rapides, d'après Terrifi, donc c'est une étude qui est faite par le ministère de l'Agriculture, qui est faite à partir de côtes aériennes et qui est beaucoup plus précise que pour les marqueurs. Et là, malgré tout, on voit qu'on arrive actuellement à un rythme de croissance de l'étalement urbain au détriment des terres agricoles de près de 80 000 hectares par an. C'est considérable. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on retrouve aujourd'hui le taux qui était celui à l'époque des 30 glorieuses. Or, nous ne sommes plus du tout dans les 30 glorieuses. Et malgré tout, le phénomène va tout casser. Alors, je profite aussi de cette tribune pour annoncer que les travaux, enfin, une partie des travaux du groupe intersection agriculture et forêt en milieu périurbain seront bientôt disponibles, très bientôt disponibles sur le site de l'Académie et dans la revue de l'Académie, avec deux synthèses. L'une qui a pour titre proposition d'action pour des agricultures périurbaines et l'autre qui a pour titre mieux intégrer et valoriser les forêts périurbaines dans les aires métropolitaines. Alors, pour conclure, quelques chiffres. En fait, ceux des années 60 ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux donnés par d'autres sources. Dans d'autres sources, on a pour les années 70 des taux qui sont nettement supérieurs à 40 000, voire à 50 000. Mais, regardons l'époque la plus récente pour laquelle, là, on a une méthodologie qui n'a pas bougé et qui permet de comparer les chiffres. On voit que entre la fin des années 90 et le début des années 2000, il y a eu une accélération du mouvement d'étalement urbain et que finalement, si ce rythme de pratiquement 80 000 hectares de perte de terres agricoles se poursuit jusqu'à 2025, eh bien, on aura perdu 1 million d'hectares de terres agricoles et souvent de terres agricoles de bonne qualité. Alors, vous allez dire que ce qu'il faut faire, c'est regarder ce qu'on a dit, c'est beaucoup plus détaillé, mais en gros, si vous voulez, il faut envisager ce phénomène pour le gérer à deux échelles temporelles et à deux échelles spatiales différentes. Deux échelles temporelles, c'est-à-dire que on peut faire des zonages, on peut faire des PLU, des spots, il faut les faire, hein, mais ça ne dure qu'un temps. Il va y avoir des élections bientôt, ça risque de bouger. Et donc, il faut une action qui soit non pas à court terme, mais une action à long terme. Et à ce moment-là, ça relève d'un projet agri-urbain, comme on dit en France, d'un projet commun à la fois aux citadins et aux agriculteurs. Ça, c'est le projet. Quant aux échelles spatiales, effectivement, l'échelle locale, l'échelle du maire, la commune, c'est trop petit.
clair que les lois de décentralisation du début des années 80 doivent être revues. Le niveau pertinent pour déterminer l'utilisation du sol, c'est plus la commune. Il y a trop de pression sur le nombre de maires. Donc il faut monter un peu par l'échelle, mais ensuite au-dessus, personnellement, je ne suis pas persuadé que le département soit la bonne échelle. Et je pense que la bonne échelle, c'est la métropole. Ça sera le cas. Donc, si on emploie les scientifiques de l'économie urbaine, la vie est présente dans la ville autant que dans la campagne. Oui, je disais, la vie est présente dans la ville et qui prend la forme d'une véritable écologie urbaine qui abrite les espèces et les écosystèmes que la campagne ne connaît pas. Elle s'y développe aussi sous la forme d'un socio-système d'activité, la plupart du temps très complexe. Or, le droit d'urbanisme, qui est l'outil de gestion par excellence du territoire urbain, n'est pas fait pour gérer ni les activités, ni la nature. Il doit seulement produire des terrains constructifs et des équipements publics selon des schémas prévisionnels d'expansion urbaine. Car il semble bien que la régulation des activités est justement réservée au droit de l'environnement et au droit de l'agriculture et du commerce. Seulement voilà, depuis plusieurs décennies, nous sommes habitués à l'application du droit d'urbanisme à travers des instruments tels que les POS, les PLU, les SCOT et cartes communales, à des espaces que l'on dit depuis les années 70 des espaces urbains. Le Code de l'urbanisme encadre les prévisions d'aménagement. Il détermine le droit des sols sur une part de plus en plus grande des agglomérations, non seulement dans leur cœur, nous parlions des métropoles tout de suite, mais surtout dans leur périphérie, qui sont toutes aussi urbaines que le centre, du fait du mode de vie des habitants, de l'impact des constructions et des équipements, de la qualité urbaine du système d'activité qu'elle contient. On dit que 60% de la population française habite désormais dans cet espace qui n'est ni la ville ancienne, ni la campagne, au sens donné par le dictionnaire de l'Académie, campagna, plaine, pays peu élevé, largement ouvert, caractérisé par des champs cultivés et des prairies termes en opposition à la ville buissonne. Pour déterminer la limite entre la ville proprement et ce que certains appellent la campagne profonde, je vous proposerai la définition d'un collègue géographe nantais qui m'a dit un jour: la ville s'arrête là où on cesse de parler en mètres carrés pour parler en hectares. Nous sommes donc ici dans ce qu'on appelle l'espace urbain, un immense espace d'agglomération qui contient des espaces naturels et forestiers, comme des exploitations agricoles, qui sont soumis au droit des sols et à la pression foncière qui est organisée par le marché des terrains urbains. Rappelons que, selon les chambres d'agriculture, ce sont plus de 40% des exploitations agricoles qui se situent en milieu périurbain. Ainsi qu'on le veuille ou non, le droit de l'urbanisme conditionne, s'il ne les fait pas, les activités rurales et la conservation des milieux naturels encore présents dans l'espace urbain. Il les conditionne et il les marginalise. Ces espaces agri-naturels intra-urbains, comme je les appelle, n'ont aucune fonction urbaine reconnue et n'appartiennent déjà plus à l'espace rural, qui est presque exclusivement compris comme l'espace des exploitations agricoles à forte valeur économique et intensive. Ils sont pourtant présents, ces groupes agricoles, dans un tissu qui n'est qu'en partie urbanisé et qui présente pour les populations urbaines un ensemble de services naturels, alimentaires, écologiques, culturels, qui sont indispensables au cadre de vie urbain et aux autres fonctions urbaines. La foresterie, la ferme, le jardin, qui produisent l'alimentation de proximité, l'entretien des paysages, l'accueil touristique du voisin urbain, sont de véritables fonctions urbaines que l'actuel code de l'urbanisme ne protège que très temporairement, ne reconnaît pas, face à la légitimité toujours trop forte des infrastructures publiques et des nouvelles extensions de construction. On aimerait donc qu'elles bénéficient d'un meilleur statut que celui de réserve foncière urbaine.
Cependant, la chose est complexe, car d'abord, on trouve plusieurs formes d'agriculture. L'agriculture est plurielle au sein de l'espace urbain. La littérature sur le sujet considère aussi bien les cultures hydroponiques sur les toits que les jardins familiaux ou les petites exploitations très spécialisées. Le modèle dominant d'agriculture intensive trouve quant à lui difficilement sa place dans cet espace urbain. Et il tend donc à s'éloigner vers l'espace rural au sens strict. La forêt productive elle-même n'est pas très compatible, on a vu ce matin, avec cette proximité qui engendre une grande fréquentation sociale des espaces forestiers et une demande de protection écologique génératrice de problèmes très spéciaux pour les forestiers et peu compatible avec la production intensive de grumes. La fonction écologique elle-même est devenue primordiale, puisque la notion de couloir écologique inspire les trames vertes et bleues de la loi Grenelle et donc du code de l'urbanisme. Les espaces naturels doivent être désormais interconnectés et assurer une communication, je disais, maximale entre les espaces urbains, agricoles, aquatiques et forestiers. Ce qui introduit dans le système l'obligation de gérer et d'entretenir ces espaces dans le zonage urbain, alors que le zonage n'est pas le meilleur outil pour assurer cette gestion. Encore une idée, dans le marché des sols, la concurrence considérable entre le foncier naturel agricole et le foncier urbain est totalement destructrice des outils de long terme que sont les baux agricoles ou les régimes forestiers. Enfin, la mise en valeur des terroirs n'est plus seulement l'affaire des professions agricoles et forestières. Les organismes professionnels comme les exploitants doivent négocier le maintien et le développement de leur activité, d'une part avec l'État qui veille à l'application stricte du Code de l'environnement, et d'autre part avec la gouvernance urbaine qui prévoit une organisation, une organisation de la ville très consommatrice de l'espace et particulièrement de la terre au sens agronomique du terme. Face à un projet de lotissement, par exemple, ce ne sont plus la qualité agronomique des sols, ni les caractéristiques mécaniques de ces sols qui font la valeur du bien, chose que les professionnels agricoles connaissent bien. Mais c'est tout simplement la constructibilité de la surface qui domine tout. Ici, le mètre carré vaut parfois le prix de l'hectare. Que peut-on attendre alors des politiques publiques et particulièrement des politiques européennes? Juste un petit mot. Depuis 2005, avec le règlement du Conseil numéro 798 de septembre 2005, la direction de l'agriculture de la Commission européenne prône une politique de développement rural qui rappelle l'importance de toutes les fonctions d'agriculture et ne sépare pas la ville de la campagne. Mais elle continue, quand on y regarde bien, de concevoir l'agriculture comme un attribut de la campagne qui ne fait aucune place au concept d'agriculture urbaine. Pire encore, on peut s'interroger sur le programme d'action pour l'environnement de la Commission qui va paraître ces jours-ci au journal officiel. J'ai interrogé directement les auteurs de ce programme. Figurez-vous qu'il y a un point numéro 8 du programme qui s'intitule « La ville ». Et l'auteur principal du programme m'a répondu en me disant qu'ils avaient complètement oublié la notion d'agriculture urbaine, et qu'ils ne s'étaient pas rapprochés de la DGA pour y réfléchir. Donc, sauf quelques expériences qui sont encouragées par le programme LIF ou par le programme LEADER, l'occasion est encore manquée. La question que vous me posez peut donc être reformulée de la façon suivante. Le droit d'urbanisme est-il apte à soutenir une telle politique, l'agriculture urbaine, ou au moins ne pas y mettre d'obstacle? Et pour y répondre, je voudrais voir les choses sous deux angles assez rapidement. D'abord, l'angle de l'histoire de ce droit qui va très rapidement, malheureusement, montrer comment ce droit a été ennemi de l'agriculture urbaine. Et puis nous relèverons dans le système actuel quelques outils juridiques qui existent, qui peuvent être utilisés, outils du droit d'urbanisme, mais qui ne sont pas a priori faits pour ça. Alors, premier point, donc, un droit d'espace urbain qui est marqué par la prédominance de l'expansion urbaine, et là, effectivement, rien à dire sur cette idée que la ville mange la campagne. Dès 1967, sauf les espaces boisés classés des sites,
Les espaces agricoles sont considérés comme des réserves foncières. Les zones non nidificantes des POS délimitaient quelques sanctuaires naturels, paysagers, et à part ça, l'agriculture pouvait se développer tant qu'on n'avait pas besoin des sols pour étendre la vie. Mais ça ne choquait personne, cette dichotomie, parce qu'en fait, il y avait une certaine complicité entre la profession agricole, qui avait l'oreille de l'État dans la lutte contre le mitage des espaces ruraux, tout en tirant avantage de la spéculation foncière au large de l'urbain. 10 ans après la loi d'orientation foncière, le code de l'urbanisme intégra des instruments fonciers spécifiques aux espaces naturels, mais dans une optique de protection des paysages par l'acquisition publique. Donc un gel absolu de la surface contre les constructions, mais en réalité une incapacité à gérer le paysage. 20 ans après la loi d'orientation foncière, les lois montagne et littoral ont introduit une vision dynamique en 3 dimensions. C'était des lois d'aménagement de ces espaces particuliers. La loi montagne a très bien intégré l'agriculture comme un élément constitutif de l'aménagement montagnard. En revanche, la loi littorale a complètement raté le coche et malgré sa jurisprudence, ou à cause de sa jurisprudence, qui défend les espaces proches et littorales, eh bien, dans la loi de 99 agricole, on a autorisé des constructions agricoles au bord de la mer. Avec la loi SRU en 2000 et la loi de 2003 qui l'a complète, un système de contraintes du développement urbain est désormais censé limiter l'étalement urbain. La loi est fondée sur le double objectif de la construction de la ville sur elle-même, ce qui est, à mon sens, un mythe qui n'existait déjà plus dans la loi, et d'une densification rendue possible par les objectifs de mixité urbaine et sociale. D'où la très grande décentralisation de l'élaboration du droit du sol, qui aurait pu permettre un contrôle adapté à chaque métropole. Mais en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Comme si les pouvoirs locaux plus étendus avaient enfin libéré des projets d'extension des documents d'agriculture et d'espaces naturels que le code de l'urbanisme ne protège pas comme on le voudrait. Les études de la revue d'études foncières, par exemple, montraient qu'on n'a jamais autant étalé la ville et autant construit sur les terrains agricoles que depuis qu'on l'a interdit avec la loi SRU. Donc, l'esprit de la loi, qui visait l'équilibre ville-campagne, restait incompris de la plupart des élus. Pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, le POU n'est que le nouveau nom du poste, qu'on continue comme avant. Et puisqu'il faut élaborer des spots pour pouvoir construire de nouveaux espaces et urbaniser de nouveaux espaces dans les POU, eh bien c'est simple, on modifie les spots pour accompagner l'étalement urbain, notamment en faveur de zones artisanales et commerciales extrêmement évoluées. De ce fait, les espaces agricoles et naturels restent une proie foncière, et il y a au moins à ça 3 raisons qui tiennent au droit d'urbanisme. La première raison, c'est que la pérennité des zonages protecteurs, zonage A, agriculture, et N, nature, n'est pas garantie. Un nouveau document d'urbanisme peut toujours transformer des terres agricoles en zones urbaines. Et favoriser d'ailleurs l'agriculteur qui est suffisamment proche de la zone urbaine et qui part en retraite et qui va pouvoir réaliser son capital sous forme d'un lotissement autorisé par la ville. Seconde raison, le zonage dit AU, aménagement urbain futur, et en fait va consacrer l'abandon de l'état naturel et agricole, puisqu'il suffit d'un plan d'ensemble dans ce zonage AU pour y faire un lotissement. Ce qui va être encore aggravé par les taxes nouvelles sur les terrains non constructibles, qui vont inciter fortement les propriétaires à se réunir pour faire ces plans d'aménagement d'ensemble. Troisième raison, le pastillage, nouveau nom de mitage, suite à la jurisprudence dans cet État, a été étendu par la loi aux espaces A et N des PLU, à condition par conséquent qu'on ne porte atteinte ni aux intérêts agricoles ni à la protection de la nature et des forêts. On pourra donc construire dans des pastilles. La morale est sauve, la souplesse est conservée pour la sauvegarde du patrimoine rural. Cependant, la protection est désormais placée sous la vigilance du juge et des associations de défense des paysages et de la nature, alors que le code de l'urbanisme continue à décourager le recours associatif et que la consommation de quelques hectares de bon sol agronomique passe toujours pour un bel exemple d'intérêt général.
L'héritage historique est donc lourd, déconseillité des espaces agricoles, principe de densification inefficace, foncier agricole négligé dans ses fonctions et dans sa pérennité. Est-ce que les lois de 2010 auraient porté remède aux défauts? On peut y répondre très vite. On doit regretter que la loi Grenelle, d'abord, n'ait pas organisé une décentralisation qui associe plus étroitement la région et la métropole, afin de coordonner la stratégie entre la biodiversité, le développement agricole, la lutte contre l'étalement. Voilà ce qui serait bon sens, et mon collègue Charpet vient d'insister là-dessus, et je suis très content de ne pas être le seul. Les actuels documents d'urbanisme sont porteurs des politiques d'aménagement, mais ils ne permettent pas cette coordination réellement, et surtout pas à l'échelle régionale. Le prochain projet de loi de décentralisation ira-t-il dans ce sens? Si le droit des sols est confié aux agglomérations, ce qui est inscrit dans le projet, mais qui n'est pas encore voté, il faudra bien que l'aménagement du territoire devienne une compétence supérieure et au-dessus de la métropole, qui définira le droit des sols, qu'est-ce que l'aura la région. Et je sens qu'il va y avoir des résistances à de telles évolutions. Remarquons enfin que le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui est actuellement en discussion au Parlement, qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale, s'appuie entièrement sur la politique des contrats de ville auxquels seront associées les régions. Et cette politique conçoit la ville comme un ensemble de quartiers dont il faut restaurer la vie sociale, mais jamais il n'y ait question réellement de l'espace intra-urbain, l'espace urbain dont on parle depuis longtemps, Monsieur le Président, excusez-moi. Un petit mot encore donc sur la deuxième partie, que je présenterai comme un droit d'urbanisme qui reste une boîte à outils, mais sans qu'on y ait mis un plan de montage de l'espace urbain. Et malgré la faiblesse de l'urbanisme prévisionnel et l'inadaptation de l'urbanisme opérationnel à la pérennisation de la nature et de l'agriculture dans la ville, quelques expériences réussies ont permis ici et là de montrer que la gouvernance locale peut suppléer les défauts et les lacunes du code de l'urbanisme. Mais au-delà de la manipulation parfois très habile de mauvais outils, ne peut-on espérer un dispositif législatif qui intégrerait enfin l'environnement naturel, agricole et forestier dans la ville comme une fonction urbaine? Permettez-moi 3 remarques et quelques propositions. Première remarque, les règles juridiques qui concernent les espaces agricoles et naturels intra-urbains restent au stade des zonages protecteurs. Ce sont des zones L des PLU, par exemple, qui n'interdisent pas complètement la construction, mais qui tendent à bloquer la progression urbaine vers les sites sanctuaires les plus remarquables. Or, actuellement, parmi ces espaces, les préfets sont en discussion avec la profession agricole pour délimiter ces fameuses zones humides dont nous parlons ce matin, et qui seront portés à connaissance des communes en train de réaliser leur PLU, pour les intégrer dans les trames vertébreuses. Le problème, c'est que dans cette discussion, qui n'est pas très démocratique parce qu'elle est un peu secrète, dans cette discussion, on est en train d'éliminer toutes les petites zones. Quand cessera-t-on de jouer l'agriculture contre la nature? Ajoutons que les trames naturelles ne sont pas conçues comme des couloirs écologiques à gérer par des contrats d'exploitation. On les conçoit davantage comme des espaces à extraire de l'activité urbaine ou agricole par un zonage non édificandiste, c'est-à-dire par des moyens les plus classiques, les plus inadaptés. Nos voisins européens, comme les Néerlandais par exemple, ont fait la preuve de l'efficacité des contrats d'exploitation sur ces espaces. Mais non, nous n'y arrivons pas, sauf dans quelques expériences. Autre exemple, les zones d'agriculture protégées qui sont prévues par l'article 412 du Code rural sont déterminées par la qualité des productions, leur situation géographique, etc. Ils peuvent inclure même des espaces voisins. Ce sont des servitudes d'utilité publique, donc elles ont un caractère pérenne. Mais en fait, ça ne marche pas parce que il y en a très peu. On a peur en réalité de l'irréversibilité de cette servitude, qui fait que le terrain finirait par ne plus jamais être reconstruit, possiblement. Et donc, les quelques exemples comme la charte d'agriculture urbaine, prônée par les chambres d'agriculture, ou encore le programme d'agriculture du Pays de Rennes, ces quelques exemples, dont déjà 28 agglomérations quand même, sont intéressants, mais sont toujours fondés sur une approche volontaire et jamais sur une obligation juridique ou même une indication donnée par le législateur. Seconde remarque,
les instruments opérationnels de l'urbanisme ne sont pas adaptés à la gestion des espaces naturels. Et c'est dommage, parce que ces instruments comme la ZAC, zone d'aménagement concerté, peuvent désormais s'intéresser aux espaces naturels et les aménager, et faire notamment de l'action foncière. Mais où est le mode d'emploi? La ZAC est toujours présentée dans le code comme un outil d'urbanisation, alors que normalement, elle pourrait aussi être un outil de bonne gestion. Les SAFER, les EPF, qui sont votre outil, les départements au titre des ENS peuvent intervenir pour offrir à l'agriculture des espaces protégés de façon pérenne, à travers ce qu'on appelle des PEAN, les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels et urbains. Seulement, là, on a une contradiction incroyable. Lorsque le département achète un terrain en espace naturel sensible comme le littoral, ce terrain devient domaine public dès qu'on l'ouvre au public, alors que quand on l'achète au même titre dans le cadre des PEAN, il reste un domaine privé du département qui peut être loué à bail agricole. Et pendant ce temps-là, le conservateur du littoral a la possibilité de mettre un agriculteur sur ce terrain sous la forme d'une convention équivalent à un bail agricole. Donc, il y a une incohérence dans il faudrait éliminer tout ça. Autre étrangeté, les SAFER et les EPF peuvent acheter des terres agricoles pour les geler pour l'agriculture, eh bien se trouvent en concurrence directe avec les communes. Parce que les communes sont intéressées par les bénéfices fiscaux de l'urbanisation. Et donc, pourquoi les dépenser de l'argent public pour acheter des terres agricoles, alors que si on en fait des lotissements, ça va rapporter des impôts. La prochaine application de la taxe sur le foncier, bâti non constructible, va décourager, en plus, les prêts gratuits de terres, qui sont le mode le plus courant de mise à disposition des terres agricoles dans le périurbain. On ne fait pas un bail, on fait un prêt gratuit, ce qui permet de le garder possiblement constructif dans l'avenir, tout en y maintenant l'agriculteur. Enfin, la profession agricole elle-même, parce que tous les défauts ne relèvent pas du code de l'urbanisme, la profession agricole privilégie toujours l'exploitation sur la terre. La valeur agronomique est toujours vue en second. Donc, lorsqu'il s'agit de perdre 2 hectares d'une très forte valeur agronomique, ça n'est pas grave. Si en échange, on a une exploitation un peu plus loin de la ville, mais cohérente, tant pis pour ces 2 hectares agronomiques. Et le juge lui-même va dans ce sens-là en disant, oh là là, 2 hectares perdus face à 1600 hectares sur la commune, franchement, il n'y a pas d'erreur manifeste de l'appréciation. Alors, troisième moment, on en reste au stade de l'expérience, pourtant très prometteuse. En septembre 2012, dans les 28 expériences que j'ai citées, menées par le réseau Terre et Ville, les chambres d'agriculture ont confirmé que contrairement à une idée reçue en zone périurbaine, l'agriculture n'est pas une réserve de foncier. Elle y assure aujourd'hui de multiples fonctions, services aux collectivités, développement de filières de proximité, gestion de ressources, offre de loisirs, etc. Donc les chambres se veulent les partenaires de l'agglomération pour faire ce travail. Alors quelques propositions. Une véritable approche opérationnelle serait la meilleure, je pense, pour pérenniser l'agriculture urbaine, la forêt, les espaces naturels. Mais ça suppose un encouragement par le législateur. Et ça pourrait emprunter quelques chemins. D'abord, considérer ces espaces comme des éléments structurants de la vie. Et pas simplement des éléments qu'on protège en attendant. Des éléments qui permettent de gérer les risques naturels, de ménager la biodiversité, de conserver des forêts, de développer des services sociaux, écologiques, alimentaires, fournis par l'agriculture. Ça supposerait aussi, donc, de clarifier l'organisation de la gouvernance urbaine en donnant à l'intercommunalité une mission de chef de file sur ce point-là et la possibilité de faire gérer ces terres dans le sens des objectifs que je viens de dire. Mais encore faudrait-il que l'outil réglementaire oblige les partenaires à s'entendre systématiquement sur ces espaces définis comme une catégorie particulière de l'urbain. Commencer par la désignation d'un opérateur unique des programmes opérationnels d'intervention, les SAFER par exemple, d'autres. Donner à la région un véritable rôle d'aménageur du territoire, capable d'intégrer un seul document, ayant la force d'un document d'urbanisme supérieur, son schéma écologique avec une politique d'infrastructure de transport et une politique de pérennisation des agricultures intra-urbaines. Actuellement, la région, par exemple, fait un effort considérable de 257 millions d'euros pour développer le chemin de fer régional. On sait que toutes ces dépenses qui vont faire couler les gens en chemin de fer sur toutes les routes risquent d'être
obérée par l'expansion urbaine qui génère actuellement 85% des déplacements en automobile pour aller au travail. Donc, conclusion. L'agriculture urbaine est insérée en réalité dans un espace naturel infra-urbain qui s'étend du cœur de la ville jusqu'aux franges de l'agglomération, tant que l'exploitant est plus attiré par le marché urbain que par l'agro-industrie totale. Il y a donc bien une agriculture à plusieurs vitesses. Elle apporte aux urbains, cette agriculture, des produits et des services spécifiques. Mais il lui faut des garanties pour durer sur des espaces qui sont convoités par l'urbanisation, le problème foncier étant énorme. Elle constitue, avec les espaces proprement naturels et les espaces urbanisés, un véritable éco-socio-système. Or, s'il est normal que le droit d'urbanisme soit le droit dominant pour la gestion des territoires, il conviendra d'en faire évoluer l'application et de passer d'un droit d'urbanisme à un véritable droit urbain qui serait sans doute meilleur défenseur des espaces agriculturels. Pour terminer, je voudrais livrer cette réflexion. Le territoire urbain, à mon avis, est comme un tapis aux 100 couleurs tissé par-dessus les trame des fonctions des espaces urbains. Souhaitons que le politique ne s'agit pas à des fermes. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'Architecte, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de m'accueillir. Vous m'aurez compris notamment mon accent, je ne viens pas du nord de la Loire, je viens du sud, je viens d'Aquitaine, où j'assume depuis 7 ans maintenant la direction de la SAFER Aquitaine-Atlantique. Une SAFER qui n'est pas calée sur le territoire régional, mais qui est calée sur les 3 départements du droit Aquitaine, de la Gironde au nord en passant par les Landes pour aller jusque dans les Pyrénées. Le législateur probablement corrigera cette analogie dans la prochaine loi d'avenir, puisqu'il est question d'annoncer le territoire des affaires pour le territoire des régions, et ça fait sens à ce qui a pu être évoqué précédemment sur le rôle leader que pourraient avoir les régions en matière de développement et en matière d'aménagement. Je ne suis pas juriste, et je m'en excuse, donc mon propos il sera moins calé sur les contours juridiques qui peuvent accompagner notre métier, mais je suis un opérationnel dans l'intervention foncière telle qu'elle peut se situer dans ma région actuelle. J'ai auparavant, pendant une quinzaine d'années, dirigé la Chambre régionale d'agriculture, ce qui m'avait donné l'occasion de croiser notamment, je ne sais pas s'il est toujours à la salle, mais Luc Puyot, qui à l'époque présidait aux destinées de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et j'avais pour collègue en Poitou-Charentes votre collègue Michel. Voilà, alors, pour répondre à la question qui m'était posée, je vais très rapidement revenir sur les principaux enseignements des derniers recensements agricoles, et vous verrez qu'en bien des points, ces enseignements rejoignent ce qui a pu nous être présenté tout à l'heure, notamment en matière de consommation d'espaces agricoles, et on tentera d'en expliquer ou d'en donner quelques-unes des raisons. 3 mots sur les affaires, mais ça ira très vite, et on verra comment, en 50 ans, l'arsenal juridique qui accompagne l'intervention des affaires s'est ouvert des missions initiales agricole, pour faire un simple et caricatural, à des missions qui embrassent plus large sur les espaces ruraux, sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et à partir de là, moi je tenterai au travers de quelques exemples précis pris dans ma région, j'essaierai d'illustrer comment autour de cette fragilité des espaces ruraux, nous tentons d'intervenir de manière très opérationnelle et très concrète sur le territoire d'Aquitaine-Atlantique. Et puis, j'en terminerai par quelques-unes des attentes que l'on peut exprimer, mais elles ont déjà été évoquées par mes prédécesseurs à cette tribune, sur les attentes que l'on peut avoir autour de la question et des enjeux du foncier, notamment en espace rural, au travers des épisodes législatifs à venir, que ce soit la loi ALUR, que ce soit la loi de biodiversité, la loi de décentralisation, ou bien évidemment la loi d'orientation agricole, dite loi d'avenir. Alors, si on revient au dernier recensement agricole, celui de 2010, 2 enseignements importants
en tout cas pour notre région, mais je crois qu'on retrouve au niveau national. Premier enjeu, première question qui est soulignée, c'est celui de la transmission de ce foncier agricole. Ça rejoint des problèmes de démographie et pyramide des âges de l'échelle d'exploitation telle qu'elle est à l'heure aujourd'hui. Et puis, deuxième sujet qui a déjà été évoqué, c'est le sujet de la protection du foncier. Alors, on retrouve sur cette carte la belle Aquitaine avec, là pour le coup, c'est 5 départements, et on vient sur la question de la transmission. Les pastilles vertes traduisent canton par canton les surfaces susceptibles de se libérer, qui sont aujourd'hui tenues par des agriculteurs de 55 ans et plus, et qui ont déclaré au moment du recensement agricole ne pas connaître de succession. Alors, on en a à la fois l'importance par canton, et vous voyez avec des couleurs plus ou moins intenses, des endroits où ce phénomène est le plus important. Simplement, si on revient toujours sur son même enjeu, on est dans une région où il reste aujourd'hui près de 40 000 chefs d'exploitation professionnels, une SAU totale de 1 450 000 hectares, et avec une moyenne d'âge des chefs d'exploitation de 53 ans. Ça, c'est la carte de visite telle qu'elle peut rapidement s'observer. Parmi ces 39 000 chefs d'exploitation, 9 000 d'entre eux ont plus de 55 ans et déclarent, au moment de ce dernier recensement agricole, ne pas connaître de succession. Et cette population-là exploite aujourd'hui plus du quart de la SAU régionale. Donc, on peut comprendre que cette situation-là peut constituer une forme de fragilité, notamment dans les zones périurbaines, quant au maintien de la fonction de production agricole des territoires occupés par ce public-là, on y reviendra tout à l'heure. Et on verra comment on appréhende cette situation. Deuxième élément qui a été évoqué tant au niveau mondial qu'au niveau national, le problème de la protection du foncier agricole. En France, on l'a vu, on perd environ 3% de SAU. Dans une région, 3% de SAU perdu entre 2000 et 2010. Dans une région comme la mienne, on en a perdu quasi 100 000 hectares entre 2000 et 2010. 6% de la SAU perdue sur cette période-là, on est au double de la moyenne nationale. 3%, nous rappelons tout à l'heure. On perd 27 hectares et demi par jour. Si je fais le ratio au niveau national, on perd un petit peu plus de 200 hectares par jour. 200 hectares de terres agricoles perdues quotidiennement. Deux causes majeures à cette perte, en tout cas dans notre région: l'artificialisation. Alors là aussi, développement des métropoles avec ce que ça peut supposer en matière de besoins fonciers liés à l'habitat, liés au développement économique, liés à l'artificialisation, en sont des explications. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui rejoint le point précédent que j'évoquais, le développement de la friche. Non pas que les terres aquitaines soient des terres particulièrement incultes, mais lorsque vous êtes agriculteur dans le périurbain, que vous n'avez pas d'autre solution de transmission au porte de la retraite et qu'on s'approche des épisodes électoraux à venir, eh bien, vous êtes pas plus idiot que le reste de la population, vous essayez de jouer avec le temps en espérant une modification du plan local d'urbanisme. Ça renvoie à des débats qui ont largement été évoqués tout à l'heure et qui sont en tout cas une réalité auquel on peut être confronté. Alors, quelques mots très rapides sur les affaires. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cette belle jeune fille qui a désormais 54 ans, 52 ans, 53 ans, qui a été créée dans le cadre des grandes lois de 60 et 62 avec le ministre de l'Agriculture, de ce monde, le ministre Pisani. Les affaires, je rappelle, sont des sociétés anonymes à but non lucratif, ce qui est, vous avouerez que dans le monde des sociétés anonymes, quelque chose d'un peu particulier, et qui ont une gouvernance qui associe trois types d'interlocuteurs. Le premier, la profession agricole, les syndicats pluriels, dès lors que nous avons obtenu une représentativité aux élections au champ d'agriculture,
mutualité, crédit agricole, coopération, chambre d'agriculture. Deuxième collège, les collectivités, la région, les départements, et dans chacun des départements, les associations des maires. Et enfin, les services de l'État, en particulier nos deux commissaires du gouvernement, que sont l'agriculture et les finances. Et enfin, ce qui était jadis le CNASEA, qui est aujourd'hui devenu l'ASP, l'Agence de services et de paiement, ce payeur d'un certain nombre de politiques publiques, de la PAC, en passant par bien d'autres politiques publiques nationales. Alors, les affaires ont pour l'essentiel trois missions. Je le rappelle, elles sont précisées dans le L541.1. D'abord, une mission agricole et forestière, avec le maintien et le développement de l'agriculture et des espaces forestiers, ça rejoint notre débat. Deuxième sujet qui fait parfois conflit avec la première mission, le développement local. On est utilisé par ou au travers des politiques d'aménagement portées notamment par des collectivités autour de l'aménagement, de la gestion temporaire du foncier qui peut appartenir à des collectivités, sur des négociations d'emprise, notamment d'ouvrages linéaires, ou utilisées pour rechercher les compensations nécessaires, notamment depuis le Grenelle de l'environnement qui a été évoqué tout à l'heure, et à partir du Grenelle de l'environnement qui a suscité des besoins de compensation qui ne sont pas sans poser d'autres problèmes, on pourra y revenir dans le débat si vous le souhaitez. Et puis, dernière mission, troisième mission, celle de la préservation des paysages de l'environnement et des ressources naturelles. Alors, les affaires créées en 1960, autour de leur loi fondatrice, qui est la loi du 5 août 60, elles avaient une mission et un métier qui était autour, on va dire plus simplement de l'agriculture. Elles étaient là pour installer, pour agrandir, ou pour réaliser des remaniements parcellaires, tels qu'on a pu le connaître au cours de ces 50 dernières années. Ça, c'était la mission originelle, fondatrice. Et puis, le législateur, au fil du temps, est venu élargir, compléter les missions de l'outil foncier des politiques agricoles qui étaient les affaires, pour en faire un outil foncier d'un certain nombre de politiques publiques qui ont touché, on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui tourne autour du développement local ou de la protection des ressources naturelles. Alors, on peut citer la loi du 23 janvier 90, avec la possibilité pour les affaires de réorienter des terres vers des usages de l'agriculture. Donc, vous voyez l'ambivalence de notre métier, on est là à la fois porté par l'agriculture, mais on nous utilise aussi, on nous instrumentalise pour réaliser un certain nombre de missions et d'opérations qui ont pour objet, in fine, de soustraire des surfaces agricoles pour d'autres usages, et on a capacité à participer à la protection de la nature et de l'environnement. La loi de 99 et la loi d'orientation agricole de 99 et la loi d'été a confirmé le rôle élargi des affaires, l'a plus globalement intégré dans les dispositions qui étaient prévues au titre de l'aménagement rural. La loi de 2005, qui a été citée également tout à l'heure, a prévu la création des périmètres, périmètres de protection des espaces agricoles, naturels, périurbains, les fameux PAER, avec possibilité pour la SAFER de préempter, à la demande et au nom du département. C'est quelque chose pour lequel je pourrais revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. La loi du 25 janvier 2006, avec sa circulaire du 14 février 2007, nous a engagés à développer une transparence relative au marché foncier vis-à-vis des collectivités en particulier, ce qui nous conduit chaque trimestre à informer l'ensemble des collectivités de notre territoire sur l'ensemble des transactions foncières qui se sont opérées sur leur territoire. Alors, on le fait à trimestre échu, on le fait également dans le cadre de conventions de concours techniques que l'on a avec les collectivités, pour les informer dès lors que la SAFER est saisie par un notaire d'une DIA, une déclaration d'intention d'aligner. Dans les 24 heures, on informe la collectivité de ce projet de mobilité foncière à l'intérieur de leur territoire communal. Et dans un territoire comme le mien, c'est aujourd'hui plus de 60% des communes qui ont des conventions
veille foncière ou de surveillance foncière sur cette question-là. La loi du 27 juillet 2010 a porté création des fameuses commissions départementales de consommation des espaces agricoles. Les SAFER n'y sont associés qu'à membres au titre d'invités, membres experts. Alors, si on en vient plus concrètement à quelques exemples d'interventions qui nous conduisent d'une certaine manière, considérant la fragilité de nos territoires, à pouvoir intervenir sur des situations telles qu'observées sur notre territoire, je prendrai quelques exemples. Le premier exemple que je prendrai, il remonte à 1999, ou plus précisément aux conséquences des deux ouragans, Lothar et Martin, du 26 et 27 décembre 1999, qui ont détruit dans le massif des Landes de Gascogne, mais pas que chez nous, qui ont détruit plus de 600 000 hectares de forêt pour l'essentiel de résineux, de pins, sur le massif des Landes de Gascogne, qui, je rappelle, la région comme l'Aquitaine a une superficie, une SAU à peu près équivalente à sa surface agricole, à sa surface forestière, 1 400 000 hectares de forêt pour à peu près le même chiffre en matière agricole. Alors, l'enjeu après cette tempête et l'égard aux dégâts que j'évoquais a été la reconstitution de cette forêt dévastée et de profiter de cette reconstitution de cette forêt dévastée en réfléchissant à la réorganisation de ce parcellaire. Parce que sur le territoire où la tempête a sévi, on avait affaire à un parcellaire extrêmement morcelé, des comptes de propriété souvent inférieurs à 1 hectare. Et lorsque vous êtes propriétaire de surface de cet ordre-là, vous apprenez que votre surface a été dévastée. Des fois, vous apprenez que vous êtes propriétaire foncier forestier, puisque l'impôt n'est pas appelé en dessous d'un certain seuil. Eh bien, ma foi, c'est au loin. Vous laissez la situation en l'état, vous pouvez être tenté en tout cas par ce comportement-là. Sauf que lorsque vous êtes des milliers à avoir ce même réflexe, ça a un effet sur le territoire qui n'est pas sans conséquence, à la fois en termes paysagers, en termes sanitaires, en termes de sécurité, vous pensez au problème des incendies de forêt qui ont marqué aussi notre territoire, puis en matière de carte postale. On a des millions de touristes qui viennent tous les ans sur la côte atlantique. Si dans l'arrière-pays, à quelques kilomètres, on a ce triste paysage, eh bien, on peut comprendre qu'il y ait urgence à intervenir. Alors, on a utilisé pour pouvoir intervenir dans ce cadre-là, cadre réglementaire que nous offrait la loi des territoires ruraux de 2005, qui a transféré compétences en matière d'aménagement foncier au département, et avec le concours ou dans le cadre des articles cités ici, Code rural, on a mis en œuvre des échanges de sessions amiables à l'absence de périmètre d'aménagement foncier. Autrement dit, on a déterminé un lien avec les collectivités territoriales, notamment avec le Conseil général, des patatoïdes à l'intérieur desquels nous avons systématiquement interpellé l'ensemble des propriétaires pour recueillir l'intention de ces propriétaires, puisqu'on est là sur des opérations volontaires. En gros, la question qui était posée aux propriétaires forestiers, c'est est-ce que vous voulez vendre, est-ce que vous voulez échanger, ou est-ce que vous voulez rien faire? On peut résumer la situation de manière assez simple. Un tiers des gens étaient prêts à vendre, un tiers des gens étaient prêts à échanger. Quand on est dernier tiers, ils ne voulaient rien faire. C'était une propriété familiale, les champignons, tous les arguments étaient bons pour ne rien faire. Et donc, on a mis en œuvre ces politiques d'échange que l'on clôture aujourd'hui par des actes administratifs. Le jour où on a réalisé notre premier acte avec 120-130 co-échangistes et que vous allez voir le notaire, lorsqu'il nous a vu arriver avec la grille de documents, imaginez pour le notaire le travail et la peine que nous allions lui procurer et le peu de ressources que ça pouvait supposer pour lui. Et donc, souvent, il nous a fallu 2 ans entre le moment où on mettait à peu près tout le monde d'accord sur un échange et le moment où nous allions signer l'acte authentique chez le notaire. 2 ans pendant lesquels vous avez des gens qui peuvent changer d'avis, vous avez des gens qui se fâchent, vous avez des gens qui décèdent, et donc ça vous met à mal l'accord péniblement obtenu auparavant. Et là, la procédure de clôture de ces échanges par acte administratif, donc à la signature du président du Conseil général, c'est quelque chose que nous avons conduit en recrutant nous-mêmes une notaire
qui conduit l'ensemble des opérations, notamment de purge auprès des hypothèques. Et dès lors que tout le monde est à peu près d'accord sur une finalisation d'échange, eh bien, 3 mois, 4 mois après, c'est signé par le président du Conseil général, après les procédures classiques, avis de la CDAF notamment. Alors, sur ce travail en matière forestière, on a traité à peu près 15 000 hectares aujourd'hui. 15 000 hectares avec des parcelles souvent inférieures à 1 hectare. Donc, imaginez le travail bénéfique que les équipes ont dû accomplir sur ce territoire. Avec des lots, donc moyens, je vous disais, avant échange inférieurs à 1 hectare, et après échange 4 hectares. Alors, j'ai pris un exemple. Voilà, sur les communes de Régnac et Réau, dans le Nord-Gironde, on est là. Voilà ce que ça donne avant échange. Voilà ce que ça donne après échange. Alors, je vous ai pris un périmètre d'échange. Je pourrais vous en citer, on doit être à 24 ou 25 périmètres aujourd'hui. Donc, vous voyez, autant d'opérations, 15 000 hectares, je vous disais tout à l'heure, qui ont été conduits. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait au bout de ce travail-là. On doit rester environ 5 000 hectares. On a des collectivités, conseil général, et surtout les intercommunalités, les communautés de communes qui viennent nous voir parce que véritablement c'est verreux au milieu de leur territoire. C'est la pire des choses pour toutes les raisons que j'ai évoquées, des raisons de sécurité, des raisons sanitaires et puis des raisons de carte postale. Deuxième sujet qui était pointé tout à l'heure également, en matière agricole. Alors on utilise pour lutter contre ce problème de cette difficulté ou cet enjeu de la transmission du foncier, alors même que les agriculteurs arrivent au terme de leur carrière et qu'ils peuvent avoir tendance à geler leur foncier en attendant une modification d'un plan d'urbanisme, on va utiliser plusieurs outils. Premier outil qui est plutôt assez connu, c'est la convention de mise à disposition, la CMD, qui a un statut dérogatoire au statut du fermage. Sur 3 départements, on en gère environ 5 000 hectares de cette manière-là. 5 000 hectares, c'est à peu près 1500 propriétaires et 1500 preneurs. L'avantage de la CND, c'est qu'elle est dérogatoire au statut du fermage. Le bail rural tel qu'il existe aujourd'hui, inventé en 1945, et je crois que le monde agricole est en train d'en mesurer les limites. Il ne fait plus recette, malheureusement. Eh bien, on se tourne vers des formules plus simples. La CND, c'est une location temporaire où tous les ans, propriétaires bailleurs ou preneurs peuvent interrompre la location, la relation contractuelle, qui transite via la SAFER. Et encore une fois, on en gère environ 5 000 hectares. C'est souvent un dispositif utilisé par des propriétaires arrivant à la retraite, qui n'ont pas décidé ce qu'ils allaient pouvoir faire de leur foncier, qui n'ont pas réglé leur problème de succession, et qui se disent, là, j'ai un laps de temps, au maximum, puisque CND, c'est, pour autant qu'on soit en dessous du seuil de 2 SMI, sur base minimum d'installation, il me permet d'être conduit sous ce cadre-là pendant 12 ans maximum. Ça permet, pendant cette période-là, d'échapper au statut du fermage et de régler les questions qui sont arrivées, notamment des questions pragmatiques telles que celui de la succession. Et parfois d'attendre le petit-fils, le petit-neveu, qui est susceptible de reprendre l'exploitation du bien en question. Deuxième outil peu novateur que l'on a essayé de mettre en place chez nous, c'est des dispositifs de location-vente en matière de foncier agricole. Quelque chose qu'on a initié avec les collectivités, notamment la région. Le problème est le suivant. Il y a 25 ans de ça, quand j'étais directeur de chambre d'agriculture, les installations en milieu agricole, elles étaient à 80% le fait de fils d'agriculteurs. Aujourd'hui, dans ma région, mais on peut avoir des chiffres comparables en France entière, l'installation agricole, c'est le fait de 30% de hors cadres familiaux. On dit des gens qui ne sont pas fils ou filles ou neveux ou nièces d'agriculteurs. Ça veut donc dire que pour accéder au métier, le premier handicap, c'est celui de l'accès au foncier et de son financement, bien évidemment. Et donc, on a essayé de mettre en place des dispositifs un petit peu originaux qui permettent à ces publics-là d'entrer dans le métier. Encore une fois, on préfère une installation réussie dans ce cadre-là qu'un agriculteur qui va geler son foncier en attendant des modifications d'un plan local d'urbanisme pour la vie des campagnes. Je pense que c'est probablement une bonne chose.
Et donc, dispositif de location-vente, je fais simple, la SAFER achète, elle loue pendant 10 ans dans le cadre d'un dispositif lui aussi dérogatoire au statut de fermage, qui est la convention d'occupation précaire provisoire, la COPP, qui est une convention d'une durée de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. Et pendant ces 10 ans, le jeune agriculteur exploite ce foncier, paye à la SAFER un loyer équivalent à un bail un fermage, et au bout de 10 ans, il rachète ce foncier au prix où il valait 10 ans auparavant, déduction faite des loyers payés pendant 2 ans. Alors, qui paye? Eh bien, ce que ça coûte, ce sont les frais financiers liés au capital immobilisé pour porter le foncier, et au bout de 10 ans, le jeune peut s'installer, et la facture est payée par les collectivités qui assument qui assument la prise en charge des frais financiers liés à ce portage. Troisième aspect, s'agissant de la lutte contre la spéculation foncière, les SAFER disposent d'un droit de préemption en révision de prix. Un droit de préemption en révision de prix. Ce droit de préemption en révision de prix permet de s'opposer à une vente sur la base d'un prix révisé dès lors que la notification qui parvient à la SAFER nous paraît en décalage avec les références de prix observées localement. Pour autant que celui qui nous interpelle pour demander une préemption en révision de prix soit en capacité d'acheter au prix révisé et de développer un projet agricole. J'ai comme cela chez moi des poches où la spéculation foncière est sport favori. Vous citez, alors vous imaginez que sur les régions littorales, c'est des régions qui de ce point de vue-là sont très exposées. Vous rajoutez à cela le Pays Basque, qui est une région, qui est une vraie carte postale, vous connaissez, j'imagine, un peu partout. Eh bien, on va s'opposer à des opérations de transmission de foncier. Alors, bien évidemment, les SAFER dans ces situations-là ne se font pas beaucoup d'amis, parce que vous avez un vendeur qui dit ben, vous nous faites manquer l'affaire du siècle, et un acheteur qui pensait avoir acheté le mouton 5 pattes et qui s'en doit, en tout cas privé. Chaque fois qu'on intervient en préemption de révision de prix, 9 fois sur 10, on a ce qu'on appelle dans le jargon un retrait de vente. Le vendeur, il a la capacité à retirer son bien de la vente. Ça m'arrive 1 fois sur 10 d'avoir une fixation judiciaire du prix. C'est le juge de l'expropriation qui va déterminer quel est le vrai prix sur la base de recours à un expert en la matière. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été jugé par les juges, mais je prends un vrai risque parce que je ne sais pas quelle va être in fine la décision du juge. Donc j'essaye de réfléchir, notamment avec les collectivités, à des fonds de type fonds revolving qui me permettraient de disposer d'une forme de garantie qui chaque fois viendrait m'aider à couvrir la différence de prix entre un prix modifié, souvent élevé, et un prix révisé tel que je peux le proposer, qui lui est un prix agricole. Donc, lutter contre la spéculation foncière, c'est aussi participer à la préservation d'un territoire sur lequel on se trouve. Dernier point sur les CDCEA, les commissions départementales de consommation des espaces agricoles. Je rappelle que la loi de 2010 prévoyait une division par 2 de la consommation du foncier agricole à l'horizon 2025. Je ne suis pas convaincu que les CDCEA parviennent, en tout cas en l'état, surtout dans un contexte où ils n'ont aucun rôle prescriptif. Pour autant, ça me paraît être une première marche. J'espère que le législateur, dans les épisodes législatifs à venir, acceptera de franchir des marches qui donnera à cette commission-là, qui rassemble des représentants, certes des services de l'État, mais aussi des collectivités, de la profession agricole, de l'INAO dans les zones d'appellation, etc., donnera un vrai pouvoir, des représentants environnementaux, des représentants forestiers notamment, elle donnera un vrai pouvoir, à l'instar de ce que j'ai pu aller observer moi au Québec, où cette commission-là a un véritable rôle prescriptif. En matière environnementale, c'est peut-être pas le secteur d'activité où j'interviens le plus souvent. L'activité est à 80% ou 87% dans le domaine agricole, surtout dans un territoire où
la viticulture, et notamment la viticulture girondine, tiennent une place importante dans la ferme agricole de ma région. Alors, j'utilise néanmoins un droit de préemption environnementale. Je rappelle que pour l'utiliser, je dois à chaque fois recueillir des avis préalables, à la fois de mes tutelles du ministère des Finances, des GFIP, de la DRAF, Direction Régionale de l'Agriculture, et également de la PREAL. Je dois l'utiliser une dizaine de fois par an. Je l'utilise et je travaille en partenariat à partir de là avec un certain nombre d'interlocuteurs que j'ai cités, les agences de l'eau, pour les problèmes de la protection des périmètres de captage. Je travaille, je crois, en bonne intelligence avec le conservatoire du littoral dans ma région, avec des opérations dont je vous donnerai tout à l'heure, qui me semblent assez emblématiques sur l'addition des compétences que pourraient avoir les outils fonciers, notamment la SAFER, les CREN, les parcs naturels régionaux. L'exemple que je voulais évoquer, c'est celui de l'île verte sur l'estuaire de la Gironde. C'est une île, l'estuaire de la Gironde, c'est une grande estuaire, de la Garonne et de la Dordogne, parsemée d'un certain nombre d'îles. Au milieu de cet estuaire, il y a une île de 400 hectares. À l'amiable, on a pu prendre possession de cette île il y a maintenant 5-6 ans de cela. Et notre premier travail, le jour où on a été propriétaire de cette île, ça a été d'aller rencontrer le conservatoire du littoral, qui en a acquis environ 200, et on en a revendu 200 autres à une fondation. Alors les affaires ont leur capacité à imposer un cahier des charges dans les actes de rétrocession qu'elles engagent auprès de leurs acquéreurs, et bien évidemment on a essayé sur ces situations un peu sensibles de mettre un certain nombre de cahiers des charges qui peut s'apparenter à des mesures environnementales. Alors je m'excuse. Donc je termine par tout le travail que l'on fait autour du logement local et en lien avec les collectivités. Un mot, et j'en termine par là, sur les 2 projets de loi parmi les 3 ou 4 qui vont concerner la question foncière. D'ailleurs, c'est étonnant, il faut 4 projets de loi pour parler par an de la question foncière. Personne n'a eu une capacité à avoir un regard un peu globalisant et transversal autour de ce sujet-là. 2 lois. La loi Allure, la loi FLO, accès au logement et urbanisme rénové, qui va notamment envisager une complémentarité SAFER-EPF. Les EPF aujourd'hui ont capacité d'intervention en amiable sur les territoires agricoles. Les SAFER aussi. Dieu merci, et lorsque les outils fonciers se parlent, ça va mieux. Là, le législateur organise les choses pour que les 2 outils aient capacité, dans le cadre de conventions à venir, à organiser de manière complémentaire leur intervention. Sur la loi d'avenir, 2-3 idées que l'on souhaiterait voir aboutir, notamment dans le cadre des amendements qui sont sur la table de la Commission économique qui va se réunir, je crois, dès la semaine prochaine, la Commission économique de l'Assemblée nationale et le Parlement dès le 7 janvier. Sur les PEN, les périmètres de protection des espaces agricoles naturels, celui qui a compétence aujourd'hui en matière d'intervention, c'est le président du Conseil général, qui peut déléguer ce droit-là à la SAFER. C'est le cas sur le département de la Gironde aujourd'hui. Sauf que pour que le président du Conseil général puisse solliciter la SAFER, il faut qu'il saisisse sa commission permanente. Nous disposons d'un délai de seulement 2 mois pour intervenir en préemption. C'est dire que la longueur de la procédure de prise de décision du président du Conseil général n'est pas efficiente de ce point de vue-là. Donc on souhaiterait que la SAFER puisse intervenir directement sous une forme allégée de sollicitation de la part du Conseil général, mais puisse intervenir directement. Deuxième sujet, la vocation et l'usage agricole. Vous avez notamment dans des régions de piémont et de montagne, souvent 3, 5, 10 hectares qui se vendent, avec une magnifique caillola, une magnifique cabane de berger. Si cette cabane est utilisée aujourd'hui pour des usages notamment pastoraux, pas de problème, la SAFER peut intervenir, parce que le bâti a un usage agricole au moment de la vente. Par contre, si la cabane de berger a été abandonnée depuis 2, 3, 5, 10 ans, n'a plus d'usage agricole, je n'ai plus capacité à intervenir, parce que ce bâti-là n'a pas d'usage agricole au moment de la vente. Et on doit partir ainsi des surfaces du foncier agricole
avec ce bâti, parce que je n'ai pas d'agriculteur qui soit capable d'acheter et le foncier et le bâti, parce que ce qui fait la valeur du bien qui est mis en vente, souvent c'est le bâti. Donc je vois ainsi partir du foncier agricole qui pourrait avoir un intérêt pour le maintien d'une activité agricole dans ces territoires fragiles, je le vois partir auprès d'acheteurs d'acheteurs parisiens qui vont avoir capacité à mettre les moyens au détriment d'une activité agricole locale. Donc voilà des sujets sur lesquels on a fait des propositions pour que le législateur puisse nous donner des moyens que nous n'avons pas en tout cas. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Au terme de cette séance extrêmement riche, il est absolument impossible de faire une synthèse exhaustive. Je dirais que ce qui avait motivé le choix de faire dans la partie de cet après-midi, je ne parle pas de la partie historique, c'est cette disposition du Code rural qui était l'article 141.3 qui nous dit que pour mettre en œuvre une politique de production mise en valeur des espaces agricoles et naturels et urbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention dont on va parler notamment de ce sujet, mais cela peut se faire qu'après avis de la Chambre d'agriculture et en cas de prévu par le gouvernement. Et il m'est apparu à l'analyse de ces textes cette fâcheuse impression que les règles de l'urbanisme l'emportent sur les règles du code rural et du code de l'environnement. Je ne veux pas contredire l'analyse de loi mais il y a dans l'article 141.3 du même code rural cette affirmation que ces périmètres peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou urbanisée des unités. Donc, en d'autres termes, le pouvoir de zonage du département, et je suis d'avis qu'on connaît le voir pour dire que le département a tranquille du temps, s'arrête là où le document d'urbanisme a déjà décidé la qualité. C'est ça, cette disposition-là, de partir sur le thème de cette séance. Alors, au thème de cette séance, est riche sur le devenir des espaces ruraux et le droit actuel. Je voudrais simplement affirmer en conclusion un certain nombre de principes pour orienter le droit positif, et ces principes pourraient se ramener à 5 directions que devraient, à notre avis, adopter les choses. Ça va être très court, 5 principes. Premier principe, il convient d'abord de s'accorder sur une définition unique de l'espace rural, reposant sur la conjonction entre espace naturel et espace agricole. Cette définition unique de l'espace rural doit être partagée par tous les codes et être commune en premier lieu au code de l'urbanisme, au code rural et au code de l'environnement. Deuxième principe, reposant sur cette définition, le traitement juridique de l'espace rural ne doit pas se fonder sur la seule résistance à l'urbanisation, mais obéir à une dynamique écologique fondée sur le développement durable de cet espace. Troisième principe, sur le fondement de cette ligne directrice, il est instamment demandé aux législateurs de mettre un terme à l'indépendance des législations concernant cet espace. À l'effet du caractère abusivement dominant du code de l'urbanisme sur les autres codes, qui ont pourtant, doit-on le rappeler, la même autorité législative et la même hiérarchie du droit, de telle sorte qu'un travail d'harmonisation et de coordination doit être effectué dans la rédaction des textes. Quatrième principe, parce que terminé, Monsieur le Président, il est instamment rappelé, au vu des derniers textes publiés sous l'égide du ministère du Logement et de l'égalité des territoires, que sous prétexte de logement et d'égalité des territoires, l'espace rural ne saurait être sacrifié au nom des générations présentes et au détriment des générations futures. Et cinquième principe, je termine, la pérennisation de l'espace rural passe par la reconnaissance de la valeur de la production agricole. Cet espace agricole ne doit pas être perçu comme une coupure nécessaire, mais comme un lieu de vie et de production entretenu et développé de manière volontariste, notamment par la mise en place d'institutions ad hoc, cela vient d'être évoqué dans agissant sur le fondement d'instruments négociés, je ne parle pas beaucoup
aux procédures contractuelles. C'est pourquoi, en défi, il apparaît que la gestion concertée de l'espace oral, là, j'emploie une expression qui était chère à ma collègue Malapos qui vient de décéder, constitue la meilleure des solutions, que l'élaboration d'une charte de gestion concertée de l'espace oral pourrait en être l'instrument, mais que cet instrument, pour exister, nécessite que tous les partenaires de cet espace aient chacun une voix délibérative et non parfois seulement consultative, comme c'est le cas, par exemple, des chambres d'agriculture dans les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme. En conclusion, je pense que l'Académie serait bien inspirée si elle pouvait adopter et soutenir ces principes. Merci.